Bonjour à tous, ici Cinéma en résumé. Aujourd'hui nous nous penchons sur l'intrigue du thriller dramatique Black Sea de 2014. Robinson travaille sur des sous-marins depuis 30 ans, dont 11 pour la société Agora, qui recherche et suit les navires coulés. Un jour, ses supérieurs convoquent le capitaine dans leur bureau et le licencient, car les sous-marins de leur entreprise ne sont plus nécessaires. Robinson demande à ce qu'il reste dans l'entreprise pour laquelle il a mis toute son âme, mais la direction refuse d'embaucher le capitaine et ne lui verse qu'une petite indemnité. Robinson se sent complètement perdu, car il a divorcé de sa femme et a perdu le contact avec son enfant parce qu'il a été absent la plupart du temps pour son travail. Robinson regarde avec envie l'ex-femme de son fils, réalisant qu'ils n'ont plus besoin de lui. Goro a également licencié 2 collègues de Robinson, Black et Kirsten, après quoi tous 3 se réunissent dans un bar pour réfléchir à la façon dont ils pourraient vivre de cette situation. Kirsten raconte qu'un an avant son licenciement, Gora voulait l'envoyer en mer Noire, où un sous-marin nazi aurait coulé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec à son bord plusieurs millions de dollars d'or. À l'époque, Agora n'a pas pu obtenir l'autorisation officielle de rechercher le sous-marin, mais les camarades peuvent désormais organiser eux-mêmes une expédition de recherche. Robinson et Blackie sont réceptifs à l'idée, mais il faut beaucoup d'argent pour la concrétiser. Kirsten et un autre de leurs collègues, Daniels, trouvent un riche homme d'affaires, Lewis, qui peut parrainer l'opération de recherche. Robinson demande au riche homme 180 000 $ pour que l'expédition loue un vieux sous-marin soviétique et engage un équipage composé à moitié de sous-mariniers britanniques et russes, qui connaissent mieux la mer Noire et sont manifestement plus familiers avec l'équipement soviétique. Lewis accepte de débloquer la somme demandée à condition de recevoir 30% de tout l'or récupéré. Après avoir rapidement obtenu les fonds, Robin et ses camarades engagent un équipage expérimenté pour mener à bien leur redoutable mission, mais Kirsten disparaît sans laisser de traces. Tobin, 18 ans, arrive bientôt et se présente comme un ami proche de Kirsten, lui annonçant que son camarade s'est suicidé à la suite d'une grave dépression. Robinson se rend compte qu'il a besoin de plus d'hommes et emmène Tobin à bord du sous-marin. En arrivant à Sébastopol, l'équipage est horrifié par le triste état du vieux sous-marin. Robinson ne trouve que 3 combinaisons de sauvetage à bord et décide de ne pas en parler aux autres. Le sous-marin est immergé et Robinson, en tant que capitaine, reçoit l'ordre d'éteindre la radio et de ne pas l'utiliser pendant le voyage, de peur d'être découvert par la flotte russe de la mer Noire. Robinson annonce à l'équipage qu'ils sont à la recherche d'or nazi et que s'ils le trouvent, ils recevront 70% du butin, qui sera divisé à parts égales entre les membres de l'équipage. Certains sous-mariniers estiment que cette mesure est injuste et que l'or devrait être réparti en fonction de l'utilité de chaque membre de l'équipage. Les sous-mariniers russes font immédiatement volte-face sur le jeune Tobin, le traitant de vierge et le considérant comme un mauvais présage pour le navire. Robinson remarque que Tobin regarde constamment l'écran de son téléphone, et le garçon explique que sa petite amie est enceinte et qu'il est sur le point de devenir père. Quelques jours plus tard, le Britannique Fraser commence délibérément à envenimer la situation entre les marins britanniques et russes en qualifiant publiquement de « slop » la nourriture que le coq russe a cuisinée. Blackie sert d'interprète entre les étrangers et explique à Robinson que les marins britanniques veulent plus d'argent, se croyant plus utiles à l'expédition. Robinson entend bientôt de vives discussions entre les Britanniques et les Russes, et est consterné d'apprendre que Gitan a utilisé la radio sans permission, se disputant avec le Russe Coq et manquant de piéger tout l'équipage. Robinson est furieux et détruit la radio, qui était le dernier espoir des hommes pour éviter un désastre. Le capitaine déclare que le butin sera réparti équitablement entre tous et que ceux qui ne sont pas d'accord sont libres de partir, mais Fraser n'apprécie pas et cache un grand couteau sous ses vêtements. Tobin est envoyé dans la salle des machines pour aider le mécanicien Edsef à réparer la fuite. Cependant, le garçon tourne accidentellement la mauvaise valve, ce qui brûle le visage de Edsef, et Blackie crie au garçon pour son inattention. C'est alors que surgit Fraser, qui jette d'abord de l'huile sur le feu en décidant de prendre la défense de Tobin, puis plonge soudain un couteau dans la poitrine de Blackie. Blessé mortellement, Blackie s'effondre et renverse accidentellement le bidon d'huile sur les pièces du moteur chauffé au rouge, provoquant une explosion massive qui fait couler le sous-marin. Robinson se réveille 18 heures plus tard et constate avec horreur que Blackie a été brûlé vif.
Les Britanniques racontent au capitaine ce qui s'est passé et expliquent qu'ils ont pris une moitié du bateau et les Russes l'autre moitié, qui contient les réserves de nourriture. Le sous-marin gît au fond de la mer, son arbre d'hélice est hors d'usage et il est impossible de remonter à la surface sans lui. Robinson veut arracher la tête de Fraser, mais il se rend compte que chaque homme compte désormais. Le capitaine se rend dans l'autre moitié du navire, où il tente de négocier une coopération avec les Russes, car il ne leur reste que 36 heures avant que leur batterie ne s'épuise complètement. Heureusement, Morozov, qui connaît assez bien l'anglais, accepte de traduire les paroles de Robin. Le capitaine demande à Morozov de persuader les autres de les aider, le mécanicien Etsev et le spécialiste des sonars Babet faisant le gros du travail. Les deux hommes acceptent, mais Etsev prévient qu'il étranglera Fraser de ses propres mains dès qu'ils atteindront la surface. Les garçons créent de puissantes vibrations qui permettent à Babet d'utiliser le sonar pour détecter un gros objet près d'eux. Mais le sous-marinier n'est pas sûr qu'il s'agisse d'un sous-marin nazi ou d'un autre rocher. Fraser, Tobin et Peter s'enfilent leur équipement de plongée et sortent du sous-marin pour examiner l'objet. Ils pensent d'abord qu'il s'agit d'un simple rocher, mais soudain le sol s'effrite et une croix gammée nazie apparaît en dessous. Les trois hommes se retrouvent dans un sous-marin coulé où ils découvrent les squelettes de nombreux soldats nazis. Bientôt, ils découvrent non seulement un arbre d'hélice adapté à leur sous-marin, mais aussi un véritable trésor. Des lingots d'or pesant environ 4 tonnes, ils tentent de les transporter jusqu'à leur sous-marin à l'aide d'un treuil. La cargaison s'avère trop lourde et, en chemin, les lingots tombent les uns après les autres dans un canyon en eau profonde. Peters tente de sauver les lingots qui tombent, mais son tuyau d'air se rompt soudainement et l'homme tombe rapidement dans les abysses, tandis que Tobin et Fraser ne parviennent pas à sauver le pauvre homme et retournent bientôt à leur sous-marin. Etsev et ses assistants changent rapidement les puits de mine, mais le sous-marin a besoin d'au moins 9 hommes pour fonctionner. Le capitaine ordonne donc à Daniels de remplacer le sous-marinier décédé. Daniels refuse et convoque Robin pour un entretien privé, au cours duquel il admet que toute l'expédition a été secrètement organisée par Agora. L'entreprise a délibérément licencié Robinson et lui a transmis des informations sur le sous-marin englouti. Lewis n'est pas un homme d'affaires, mais un acteur à gages, et Kurston est bien vivant. Il a reçu une belle somme de la compagnie pour avoir escroqué Robinson et Blackie. Si l'équipage parvient à trouver l'or à la surface, Agora et la marine russe les attendront pour s'emparer de tout le butin et arrêter l'équipage du sous-marin pour plongée illégale. En découvrant la sinistre vérité, les sous-mariniers veulent mettre Denius en pièces, mais le capitaine ordonne de l'enfermer dans l'une des cabines, car le traître peut encore leur être utile. Robinson décide de plonger désespérément à travers un espace très étroit entre des rochers sous-marins jusqu'à la côte turque, où les poursuivants n'iront pas. Mais alors qu'il ne reste que 14 heures avant que leur batterie ne soit complètement déchargée, les membres de l'équipage sont horrifiés lorsqu'ils atteignent l'étroit canyon et décident qu'ils n'y parviendront jamais. Les membres de l'équipage pensent au suicide et suggèrent de refaire surface et de se rendre, mais le capitaine sort son arme et ordonne à tout le monde de retourner à son poste. Le sournois Daniels tue le capitaine pour tuer le mécanicien Etsev, après quoi le capitaine n'a d'autre choix que de remonter à la surface. Fraser décide que c'est leur seule chance de salut et bat brutalement Etsev à mort avec un outil lourd. Les moteurs du sous-marin s'arrêtent alors. Daniels ment en disant que Zaitsev s'est cogné la tête lors de l'impact et qu'il est mort, mais le capitaine se rend compte que Daniels, le traître du sous-marin, et Fraser, le psychopathe, sont derrière tout cela. Il décide néanmoins de les laisser en vie pour l'instant. L'un des sous-mariniers tente de redémarrer le moteur, mais il est écrasé par une nouvelle explosion, qui précipite à nouveau le sous-marin au fond de l'eau. De nombreuses fuites dans la coque permettent à l'eau de pénétrer et l'équipage est incapable de les réparer. Reynolds et Babet tentent de sortir de la section inondée, mais Daniels ferme volontairement la cloison et ils sont tous deux tués. Cependant, le karma rattrape Podlitz qui s'accroche à l'écoutille fermée avec ses vêtements. Daniel supplie Morozov de l'aider, mais le sous-marinier n'a pas l'intention de sauver le traître, qui étouffe bientôt. Morozov ferme la dernière cloison du compartiment des torpilles avec Robinson et Tobin. Soudain, le capitaine sort 3 combinaisons de sauvetage, malgré les protestations des hommes, demande à Tobin et Morozov de les enfiler et de remonter à la surface pendant que lui-même équilibre la pression dans le bateau, puis les suit à l'aide d'un levier d'urgence. Le capitaine interdit à Tobin d'emporter la barre d'or avec lui,
car il pourrait ne pas réussir à sortir des profondeurs à temps. Une fois que l'eau commence à pénétrer, Tobin et Morozov montent dans le compartiment des torpilles et le capitaine tire le levier. Tobin veut attendre Robinson mais Morozov explique que le capitaine s'est sacrifié car quelqu'un devait tirer le levier de la torpille et qu'il n'y a pas de levier d'urgence sur ce sous-marin. Bientôt, une troisième combinaison de sauvetage fait surface, mais elle ne contient pas les lingots d'or de Robinson ni les photos de la famille du capitaine. Pendant ce temps, Robinson lui-même attend son destin avec le souvenir malheureux de ses proches. Que pensez-vous du film Black Sea? Partagez-le dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et aimez-le. À bientôt!